La réception de Robert Burns en tant que poète officiel de la loge Canongate Kilwinning est une œuvre de commande réalisée en 1846 par le peintre William Stewart Watson à la demande de James Marshall. James Marshall, membre de la loge Canongate Kilwinning, avait eu le projet de célébrer le 60e anniversaire de cet événement. Il avait financé seul l'œuvre en échange de pouvoir commercialiser toutes les gravures réalisées à partir d'elle. Je ne vais pas évoquer ici toutes les controverses relatives à la réalité de l'événement représenté dans le tableau de Watson, car celui-ci demeure fortement discuté par les historiens pour tout un ensemble de raisons qu'il serait fastidieux de rappeler. S'il n'est pas contestable que le poète écossais Burns a été effectivement affilié à la loge Canongate Kilwinning, son intronisation comme poète officiel de cet atelier de l'Orient d'Édimbourg, le 1er mars 1787, elle, paraît ne jamais avoir eu lieu, en tous les cas dans les formes solennelles que la peinture de Watson suggère. Burns, en tout cas, a été initié dans une autre loge, la loge St. David, le 4 juillet 1781. Ce qui m'intéresse ici, c'est la scène elle-même, telle que le peintre l'a imaginée et qui, à mon sens, reflète assez fidèlement la manière dont les loges pouvaient s'assembler au XVIIIe siècle. On voit que l'assemblée représentée est quelque peu dissipée et désordonnée, ou ne reflète pas l'ordre qui prévaut aujourd'hui dans les travaux de loge. On voit Robert Burns sur les 2 premières marches de l'Orient à l'ordre. Face à lui, Alexander Ferguson of Crederoff, vénérable maître de l'époque. Il tient dans sa main une longue canne comme celle des diacres des rituels anglo-saxons, laquelle évoque peut-être le sceptre du roi Salomon. On voit qu'il en est de même ici des surveillants, dont l'un semble avoir accompagné Burns à l'Orient avant de se mettre en retrait. On distingue les autres frères officiers. Le secrétaire avec sa plume et son encrier. À moins qu'il ne s'agisse que d'un adjoint du secrétaire, chargé exclusivement de la rédaction du tracé, en compagnie de l'hospitalier et d'autres frères. Si tel est le cas, le secrétaire titulaire, chargé du fonctionnement administratif de la loge, serait à l'Orient, à la droite du vénérable. À la gauche du vénérable, on trouve l'orateur, puis le trésorier. Au centre, agenouillé, un frère, peut-être arrivé en retard, est en train de sortir un tablier d'un petit coffre. En fait, il s'agirait de Kenneth Love, l'artisan tailleur de la loge, chargé de confectionner les décors maçonniques des frères. On distingue l'autre surveillant à son plateau. Au fond à droite, les couvreurs sont à leur poste, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du temple, comme c'est l'usage outre-Manche. Dans le fond, il semble y avoir une colonne d'harmonie avec ses musiciens et peut-être sa chorale. Bien entendu, comment ne pas dire un mot sur le bel orgue qui trône dans le temple? Il a été conçu et réalisé par John Snetzla pour le compte de la loge Canongate Kilwinning pour le prix de 70 livres. Il a été installé en 1757. Voici le son de cet orgue. Tous les frères représentés ont été identifiés sur ce tableau, même si certaines de ces identifications sont sujettes à caution. Je ne peux pas évidemment toutes les énumérer ici. Il convient de préciser que la loge Canongate Kilwinning est la plus ancienne loge maçonnique en activité au monde. En effet, elle se réunit dans la capitale écossaise depuis 1677 et travaille sous les auspices de la Grande Loge d'Écosse. C'est la raison pour laquelle elle se prévaut du titre de Mother Lodge, loge mère. Nul ne songerait à le lui disputer. Elle porte le numéro 2 au tableau d'ordre de la Grande Loge d'Écosse. Le tableau de Watson est encore plus remarquable quand on songe que la loge Canongate Kilwinning se réunit dans le plus ancien local maçonnique du monde, St. John Chapel, que cet atelier a fait construire en 1737. Au-delà de la réception de Burns proprement dite, ce tableau représente quelque chose de plus profond. Il est une illustration de l'esprit maçonnique qui réside dans l'idée simple que les hommes sont faits pour se rencontrer et fraterniser. Cette rencontre, pour porter ses fruits, doit s'effectuer par-delà les clivages qui les séparent d'ordinaire, notamment les clivages politiques et religieux. Ces premières rencontres ont eu lieu dans les tavernes, c'est-à-dire dans les lieux de sociabilité les plus basiques, dans ces pièces ouvertes aux hommes de passage qui venaient écluser quelques bocs de bière tout en parlant des étoiles. Les rites sont apparus rapidement, mais originellement, ils étaient réduits à la portion congrue. On traçait un tableau sur le sol, on échangeait des mots de reconnaissance, et on partait ensemble sur les chemins sinueux de la confrontation des points de vue. L'esprit de pub, en somme,
avec quelque chose de singulier en plus. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans les constitutions attribuées à James Anderson, un autre Écossais, lui originaire d'Aberdeen, on trouve une injonction à la sobriété en matière de boissons et de nourriture lorsque la loge est fermée. Je les cite. « Vous pouvez jouir d'innocents plaisirs, vous traitant réciproquement suivant vos moyens, mais en évitant tout excès et en n'incitant pas un frère à manger ou à boire plus qu'il n'en a envie. » Fin de citation. On venait en franc-maçonnerie pour expédier les affaires courantes de la loge, et l'on y entendait des interventions, des poèmes, des lectures diverses, des embryons de ce que nous appelons aujourd'hui des planches et des morceaux d'architecture. Il me semble qu'on retrouve cet esprit maçonnique, né dans les tavernes du XVIIIe siècle, dans le relâchement des frères représentés dans le tableau de Watson. Celui-ci évoque plus une arrière-salle où l'on mange, boit, fume et joue qu'un temple maçonnique tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. Et pourtant, comme je l'ai dit, il s'agit bel et bien du plus vieux temple maçonnique en activité. Est-ce la raison pour laquelle Watson a peint une autre version plus politiquement correcte de ce tableau? C'est possible. En effet, dans cette autre version exposée aux Galeries nationales d'Écosse, le peintre a volontairement gommé cette impression de joyeux désordre pour donner une image beaucoup plus sage et conventionnelle des travaux de loge. Voici, pour clore cette vidéo, un poème du frère Robert Burns. Ce poème est en fait un chant. Il date de 1786, période contemporaine à la scène du tableau de Watson. Il est dédié aux frères de la loge Saint-Jean à l'orient de Tarabolton, petit village écossais de 2000 habitants. Il se chante sur l'air de The Parting Glass, le dernier verre pour la route, ou un dernier pour la route, qui est une chanson à boire que l'on chante dans les tavernes en Écosse. Adieu, chaleureux, cordial adieu, à vous, chers frères du lien mystique, à vous, élus, illuminés, mes compagnons de joie sociale. Si des pays étrangers m'appellent, suivant les aléas du sort, c'est le cœur serré, les yeux pleins de larmes, qu'à vous encore je penserai, même loin. Souvent, j'ai salué votre bonne compagnie et passé la joyeuse nuit festive. Souvent, par les ordres suprêmes honorés, j'ai présidé sur les fils de lumière et par cet hiéroglyphe rayonnant, qui est réservé à la vue des seuls artisans, une mémoire fidèle écrira sur mon cœur ces scènes heureuses quand je serai au loin. Liberté, harmonie et amour puissent-ils vous unir dans le grand projet, sous l'œil omniscient là-haut, le glorieux architecte divin. Que vous puissiez suivre la ligne sans faille qui toujours monte comme fil à plomb jusqu'à l'ordre lumineux quand il brille pleinement. Ce sera ma prière quand je serai au loin. Et vous, au revoir, dont les mérites de plein droit justifient de porter cet insigne suprême. Que le ciel bénisse votre noble renommée, à la maçonnerie et à l'Écosse chérie. Permettez cette ultime requête, quand chaque année vous vous rassemblez, offrez-vous une tournée, une larme aux yeux, en l'honneur de votre frère poète qui est au loin.